Donc, Bismillah ar-Rahman, c'est un cours, donc on a décidé qu'il y aura 3 cours d'histoire, donc de l'évolution historique dans le monde musulman. Mais ce dernier, donc il y aura le 4e cours, donc il y aura toujours 3 cours d'historique, et le 4e cours un peu du contemporain. Et le thème qui a été choisi généralement pour cette année par tous les frères, c'est un peu la situation actuelle du monde musulman. Donc, et le tekfir qui règne, les mouvements qu'on appelle les mouvements extrémistes, les mouvements djihadistes et consorts. Et on commence par le premier mouvement, le tekfir al-hijra al-Qaïda. On a vu qu'est-ce qui s'est passé du début de cette mouvance, tekfir al-hijra dans les années 60, jusqu'à l'arrivée, jusqu'à l'émergence de Qaïda, donc dans les années 90 et 2000. D'abord, c'est la pensée tekfiriste contemporaine, on va en parler aujourd'hui. Comment elle s'est passée, qu'est-ce qui s'est passé avec les frères musulmans de l'époque, donc un peu. Puis on parlera juste dans la deuxième épisode, ça sera sur la crise afghane. Qu'est-ce qui s'est passé en Afghanistan dans l'évolution de cette mouvance. Donc on va en parler sur le rôle de Abdallah Azzam, le rôle de pas mal de ce qui s'est passé, l'affaire égyptienne, l'affaire algérienne un peu d'une façon indirecte, où ça a frôlé tous ces groupes, les principaux théoriciens de cette mouvance, qu'est-ce qui s'est passé aussi. Puis on parlera de l'émergence d'Al-Qaïda, du djihad à l'organisation d'Al-Qaïda. Donc qu'est-ce que c'est qu'Al-Qaïda, qui est Ben Laden, qu'est-ce qui s'est passé dans toute cette mouvance. Et on finira par parler d'une chose que pas mal de musulmans ont dit, c'est la mondialisation de la haine. D'une façon indirecte, ce corpuscule a poussé pas mal d'êtres humains à être anti-musulmans. Donc, et ça, c'est une grande responsabilité de ces gens-là. Donc on va en voir. Et on va en parler même de l'implication de différents services, la manipulation et ainsi de suite. Donc il y aura beaucoup d'informations concernant cet épisode-là. Et ça va se faire peut-être en 3 ou 4. On commencera la première par donc, la pensée tekfiri contemporaine. Comment elle est née cette pensée tekfiri? C'est la pensée tekfiri contemporaine. Comment elle est née cette contemporaine? Donc, ça fait naissance de ce mouvement du tekfir. Naissance de ce mouvement de tekfir. Comment il est né? Quelles sont ses origines, sa trajectoire, son action et son évolution. Si vous vous souvenez, je vous ai dit, ça fait une année, même presque plus, que l'islam qu'on le connaît actuellement, nous musulmans, et d'ailleurs, je crois que c'était la fois passée, quand je vous ai dit que le 2e siècle, j'aurais voulu que tous les musulmans essayent de le relire. Parce que c'est là où on a eu ces fondements de l'islam qui ont existé à travers l'histoire. On a eu cette lecture kharijite, la lecture chiite et la lecture sunnite. Donc un peu les fondements de ces 3 versions, comme je les ai dit, de la religion musulmane. La version qui a été adoptée par le 90% des musulmans, le 90% des musulmans, c'est la version sunnite, à travers l'histoire. Il y a la version chiite, il y a, comme je vous ai dit, la version kharijite. Ces 3 versions. La version chiite, elle a existé, même elle a cohabité dans le monde musulman avec la version sunnite. La version kharijite, qui était un peu une version violente, et même trop violente, envers le sunnisme, elle a un peu disparu de la scène. Mais certaines de ces idées reviennent. Même il y a des gens qui font revenir ces idées sans son savoir, qui sont en train de puiser dans le réservoir d'idées kharijites. Il y a beaucoup de gens
qui ont adopté leurs idées sans savoir qu'ils sont dans le même jargon kharijite. Et ça a existé à travers l'histoire de l'islam. Il y a beaucoup de mouvements qui ont épousé certaines thèses kharijites sans savoir qu'ils sont dans l'autre version, ce n'est plus la version sunnite. Donc ils quittent la version sunnite sans le savoir. Parce qu'à travers l'histoire, il n'y a pas eu de gens, on a oublié ce mouvement-là. On a oublié ses fondements, ses idées, sur quoi il repose. Vu qu'il s'est un peu éparpillé, les derniers qui résident parmi les mouvements kharijites anciens, c'est les Ibadites. Ils sont à Oman, ils sont aussi en Algérie, dans la région de Mzab. Ils sont dans la région de Nefoussa en Libye, et aussi à Djerba en Tunisie, et aussi à Zanzibar, donc en Tanzanie, dans les îles Zanzibar. Donc c'est un peu, se sont éparpillés en des petites communautés qui se repliaient sur elles-mêmes. Donc ils n'ont plus. C'est pour ça qu'ils ont été oubliés par les musulmans, on les écrit, mais certains de leurs idées les surgissent. Maintenant, comment ce tekfir contemporain est revenu sur la scène? Il est revenu suite au conflit qui a éclaté entre les frères musulmans et les officiers libres qui ont pris le pouvoir en Égypte le 23 juillet 1952. Donc, et leur tête à l'époque était Gamal Abdel Nasser, bien Jamal Abdel Nasser. Il y a eu un conflit. Ce conflit n'a pas éclaté avant. On ne va pas faire l'histoire des frères musulmans, hein, qu'on soit clair et net. C'est l'histoire du tekfir, l'émergence du tekfir, pas des frères musulmans. On aura l'occasion d'aborder l'histoire des frères musulmans et leur évolution depuis Hassan al-Banna dans une autre étape, dans d'autres cours, pas sur le tekfir. Eh bien, quand il y a eu ce conflit entre les frères musulmans et Abdel Nasser, je parle exactement de deux conflits. La première épisode de conflit et la deuxième. La première épisode du conflit, c'était celle de 54. La deuxième, c'était celle de 65. Pour la première épisode du conflit, il y avait un problème. D'ailleurs, les frères musulmans et les officiers libres n'étaient pas vraiment dans une phase d'opposition. Les relations n'étaient pas en opposition. Et certains historiens soutiennent que des têtes des officiers libres ont même adhéré au mouvement des frères musulmans. Et d'ailleurs, en 1952, quand les officiers libres ont pris le pouvoir, ils ont destitué tous les partis politiques et les associations qui existaient à part les frères musulmans. Donc, pourquoi? Parce que les frères musulmans avaient un peu la même vision de faire des réformes dans le pays. Avec l'abolition de la monarchie égyptienne et le départ du roi Farouk en Italie, les officiers libres ont pris la décision de prendre le pouvoir. Eh bien, une nouvelle étape s'est ouverte dans le monde arabe. Cette étape, que les géopoliticiens doivent souligner, c'est l'étape des gouvernements militaires. Les militaires tiennent le pouvoir et les civils ne seront que des serviteurs des militaires. Et ça, c'est les officiers libres qui ont réussi ce syndrome que je l'ai évoqué honnêtement, et c'était ça mon idée, que c'est un retour en arrière dans l'histoire du monde musulman. C'est le retour du syndrome mamelouk. Le retour du syndrome mamelouk. Qu'est-ce que ça veut dire le retour du syndrome mamelouk? Pour moi, en toute honnêteté, le monde musulman, politiquement, on va le voir, d'ailleurs il est dans votre programme de cette année, si on va y arriver, là où les militaires ont pris le pouvoir, donc à la fin de la période
de l'Mutawakkil, après la première. Et on a assisté à l'idée de ces gens qui font et défont, qui ne sont qu'en ligue militaire. Puis, ils ont pris ouvertement, c'était des sultans. Puis, il a été pris par une caste des militaires qu'on a appelé les Mamelouks. Puis, il a été pris au temps des Ottomans par les Inkishari. Je ne sais pas comment on appelle les janissaires. Donc, les janissaires. Donc, c'était un peu ce mouvement-là. Les armées des pays appelés l'indépendance, tels que l'armée égyptienne, syrienne, irakienne à l'époque, quand ils ont pris le pouvoir, ils n'ont fait que ressusciter ce syndrome-là, c'est le syndrome Mamelouk. Donc, il n'y a plus d'évolution de la société, plus de société civile, plus de syndicats, plus d'associations, donc il n'y a rien. Et bien, quand ça a été décidé, un conflit commence à opposer les frères musulmans aux officiers. C'est un conflit de pouvoir. C'est un conflit de pouvoir. Ce n'est pas un conflit religieux, c'est un conflit du pouvoir. Ce conflit-là, tous les deux passaient par des périodes difficiles. Les frères musulmans sortaient d'une crise de l'après 49, l'après l'assassinat du guide Hassan el-Banna, sortaient d'une crise qui a vu l'émergence d'une tête qui n'était inconnue pour eux, Hassan al-Hudaybi, à la tête du guide suprême, et la sortie de conseil de la guidance, Majlis al-Irshad, des gens tels qu'on appelait à l'époque les ulama de la mouvance, Cheikh Mohammed al-Ghazali, Cheikh Sayyid Saba, et ainsi de suite, ont quitté le mouvement suite à des problèmes internes qui ont secoué la mouvance des frères musulmans. Donc, et ce qu'on appelait à l'époque l'organisation secrète du mouvement a pris un peu le commandement. De l'autre côté, les officiers libres avaient des problèmes entre Abd al-Nasser, qui était de forte personnalité, et la personne auquel on a utilisé son nom, qui s'appelle Mohammed Najib, et qu'on l'a mis à la tête du coup d'État pour faire marcher l'armée égyptienne dans tout, mais on n'a plus besoin de lui, il a été déposé, et c'est Jamal Abdel Nasser qui a pris le pouvoir. Et c'est là où un conflit a commencé avec cette nouvelle direction des frères musulmans et Jamal Abdel Nasser. Et la question qui est toujours posée jusqu'à présent, c'est l'un des problèmes avec la mouvance du takfir dans le monde musulman, c'est est-ce que ce conflit est un conflit politique ou religieux? Est-ce que le conflit entre les frères musulmans et le pouvoir égyptien à l'époque, religieux ou politique? Parce que après, il est devenu un problème de la mouvance islamiste, quel que soit, confondu avec les pouvoirs. Donc, l'évolution, ça a commencé entre les frères musulmans et les officiers libres, mais c'est devenu une coutume dans le monde sunnite, dans le monde musulman, où tous les islamistes, malgré qu'ils ne sont pas frères musulmans, généralement sont en opposition avec les pouvoirs. Est-ce que ces oppositions et ces conflits sont d'ordre politique ou religieux? Et c'est là où est née l'idée du takfir. Elle a émergé. Ceux qui ont vu que c'était un problème religieux ont pris des positions religieuses envers les opposants, envers l'autre courant. Ceux qui l'ont vu que c'était un problème politique ont aussi leur position. Donc, quand on arrive à ça, ça c'était le début. Mais la deuxième épisode de 65, celle-ci, les frères sont montés en prison, leurs chefs tels qu'Abd al-Qadir Houda et consorts ont été exécutés, on les appelle les martyrs. Abdel Nasser savait que les frères avaient une personnalité, avaient une popularité au sein de la population égyptienne. Il le savait. C'était un militaire,
il a fait des services. Donc il a su que les frères musulmans, comme dans les années 40, ont pu avoir une popularité à l'échelle égyptienne. Et que leur, par exemple, on les appelle Chouab, leur présence en Égypte a dépassé le 1 million de Chouaba. Donc c'est quelque chose de vaste. C'était un grand mouvement. Et entre 54 et 65, les officiers libres doivent avoir leur propre popularité, doivent travailler pour avoir une assistance populaire au sein de la masse égyptienne. On a annulé les partis politiques, à leur tête l'Ouafd, qui a régné, donc la délégation à l'Ouafd, qui a régné sur la situation politique égyptienne plus de 30 ans, les années 20, les années 30 et les années 40. Donc, le mouvement Ouafd, qui était un très grand mouvement, il a été donc dissous, la dissolution de ce parti politique, la dissolution du parti Sali, donc tous les partis qui ont existé dans les années pendant la période royale ont été abolis. Les associations, tout le monde. Ils savaient que les frères avaient cette popularité. Donc pour rentrer, qui a fait abolir les autres partis? C'était facile. Parce qu'on a accusé la monarchie de complaisance avec les Israéliens. De complaisance qu'elle n'a pas été à la hauteur dans la guerre de Palestine de 1948. Et qu'il y a eu l'achat, ce qu'on appelle des armes, à l'époque qui n'étaient pas donc des armes de guerre vraiment, des armes apparemment que la personne tirait, ça se retournait contre lui et ainsi de suite. Donc c'est pour ça, tous ont perdu leur crédibilité face à la population, la classe politique qui a existé pendant la monarchie. Les frères n'ont pas, les frères au contraire, ils ont participé à cette guerre. C'est pour ça qu'on ne peut pas les décrédibiliser, donc, et dire que maintenant, qu'est-ce qu'il doit faire, Abdel Nasser, contre le conflit, est allé loin, il les a accusés de fomenter contre lui donc un attentat, ça a été des arrestations, puis des condamnations à mort, ça veut dire qu'il y a une rupture. Eh bien, Nasser a fait 3 choses. C'est pour ça quand on fait l'histoire d'un mouvement, choses comme ça, on doit lire tout. Il a fait 3 choses que j'appelle, les gens les appellent les, comme on dit, un peu ce qu'a fait Abdel Nasser, on appelle les exploits, donc les exploits d'Abdel Nasser, Injazet, comme ça. Il a fait ce qu'on appelle Sadd al-Ali, le grand barrage. Le grand barrage à Sadd al-Ali au sud de l'Égypte. Il a nationalisé le canal de Suez. Il a fait la réforme agraire. Donc ces 3-là ont permis à Nasser, quand on voit sur tous ces 3, le grand barrage, il permet à irriguer les terres. Canal de Suez, il est important le canal de Suez dans la mémoire collective égyptienne. Le canal de Suez a été une idée française, construit par Suez, l'une des grandes qui existe toujours, c'est l'une des plus anciennes compagnies. Jusqu'à présent, elle existe, hein? Elle est présente même en Belgique. Suez, une grande société française qui a travaillé à l'époque, mais le peuple égyptien a payé cher de son sang et de ses biens. Il y a eu plus de 20 000 Égyptiens qui étaient morts dans le déblaiement de la partie du canal du Suez. Et c'était parmi qui, ces gens-là? C'était parmi la paysannerie égyptienne. Parmi le peuple égyptien qui était dans sa majorité un peuple de fallahs, d'agriculteurs. Et qui était pris par la force, hein, qui était obligé de faire un travail par la force. Donc à l'époque, il a fait ça. Et puis il a été repris par les Anglais dans la crise politique égyptienne en 1881,
donc dans les années 1800, après 1870. Il a été pris par les Anglais. Ça veut dire que les Égyptiens ont payé pour quelque chose dont on n'a rien eu. L'Égypte n'a pas exploité le canal de Suez. Dans ce contexte, Nasser a pris la décision de le nationaliser. Et ça a été quelque chose qui a fait monter sa popularité égyptienne. Malgré qu'il y a eu une attaque tripartite anglo-française et israélienne qui a échoué, ça lui a donné plus à Nasser. Donc il est devenu un idole, pas seulement d'Égypte, mais un idole dans le monde arabe. Donc ça, quand on parle aussi de la réforme agraire, ce que la plupart, donc si on voit les familles qui étaient proches de la monarchie, les pachas à l'époque, possédaient des centaines de faddan. En Égypte, on ne parle pas d'hectares. Le mot hectare n'existe pas en Égypte, on dit faddan. Si vous entendez le mot faddan en Égypte, ça veut dire l'égalité d'un hectare, comme si vous êtes en Jordanie, ou au Liban, en Palestine, on parle de dawnam. Le mot dawnam, comme ça en arabe. On ne dit pas, donc, dawnam, je crois, c'est 1000 mètres carrés, comme ça. Donc, on ne parle pas d'hectares. Donc, ce n'est pas les mêmes. Et bien, à cet endroit-là, quand je fais une étude, moi, je les appelle dans le jargon politique quelqu'un qui est investi dans le monde rural. Le monde rural. Et je vous le dis honnêtement, en politique, il faut être lucide. La plupart de ces gouvernements militaires, Kadhafi, les baptistes en Syrie, quel est le problème de la Syrie actuellement? Qui a fait monter les Alaouites à ce point-là? C'était Akram Hawrani. Il a ouvert les portes de l'armée à l'époque syrienne à cette minorité alaouite. Salah Jadid, Hafez Assad et consorts qui ont pris le pouvoir après. Et eux, quand ils ont pris l'armée, ils ont fait cette armée, l'armée de leur communauté, pas une armée syrienne. Et ensuite, donc, ça c'est des problèmes avec les armées qui ont pris le pouvoir après l'indépendance dans les pays arabes. Donc, au milieu des années 50, partout. C'est un problème de fond où ces pays-là sont devenus un peu les États de l'armée, au lieu que l'armée soit l'armée de l'État. Et les peuples sont devenus les peuples de l'État. Non? L'État, ce n'est plus... C'est pour ça, je peux dire que ces régimes ont bâti des régimes, pas des États. Pourquoi ils tuent leurs autres citoyens? Parce qu'ils ne sont pas d'accord avec eux. Ce n'est pas des États qui protègent tous leurs citoyens. Leur mentalité est basée sur, en tant que, ça s'appelle Nidam, en tant que le régime. On protège les gens qui nous sont fidèles. Ceux qui ne sont pas de nous, on n'a pas besoin d'eux, on ne les protège pas. Les États, par exemple, si on voit les États en Occident, ils protègent leurs citoyens. Ils ne protègent pas juste les gens qui votent pour eux, leurs citoyens. Qu'ils soient dans l'opposition ou dans le pouvoir. Ça, c'est les États. Il y a une grande différence entre les gens qui font des États, qui ont bâti des États, et les gens qui ont bâti des régimes, des dames. Comme ça se fait. Eh bien, j'ai appelé ça l'investissement dans les Bédouins, dans la population rurale. Pourquoi? Il faut bien dire ça. C'est quelqu'un, un sociologue, il peut mieux expliquer comme moi. Parce que le monde arabe, quand il a côtoyé les Occidentaux pendant la période de colonisation, c'est généralement dans les villes, pas dans les... C'est rare où il y a eu les gens se sont côtoyés hors des villes. Les villes, c'est là où les Européens ont habité, les Occidentaux. Elle s'est forgée dans les villes, dans le monde arabe, des sociétés civiles, surtout avec les mouvements nationaux.
si vous allez faire une étude sur le mouvement national égyptien, sur le mouvement national algérien, sur le mouvement national tunisien, sur le mouvement national même du Maroc et tout ça, la plupart des gens qui ont guidé ces mouvements nationaux, c'était ou bien des docteurs, des pharmaciens, des médecins, des avocats. Ces gens-là ont eu accès à un certain niveau d'enseignement. Ils ont appris un peu dans la politique. Et les élites, à l'époque, intellectuelles, la plupart provenaient des villes. Les armées, quand ils ont pris le pouvoir, ces élites n'étaient pas contentes, ils ne voyaient pas que c'est de la dictature. Ils n'étaient pas chauds à ce moment. C'est pour ça que ces armées-là ont fait que j'ai appelé cet investissement dans le monde rural. Qu'est-ce qui s'est passé? On a inversé les choses, où les élites citadines ont perdu face aux gens qui sont venus des régions qui n'étaient pas citadines, rurales. Eh bien, il y a eu ce que j'appelle un grand inversement. Je me suis toujours demandé pourquoi. Et je suis arrivé, après tant d'années de réflexion personnelle, pourquoi ils ont choisi ça? Parce que c'était des régimes sanguinaires qui peuvent tuer. Et on exploite pour quelqu'un qui nous obéit. Quand on lui dit de tuer les gens, il va les tuer. Il ne va pas se poser des questions. On n'investit pas dans une personne qui réfléchit. C'est l'un des problèmes de ces régimes. C'est là, Abdel Nasser, Boumedienne, tous ont fait cette, Boumedienne a appelé ça révolution agraire, ont fait cet investissement. Ils ont élevé ces gens-là parce qu'ils leur obéissaient, quitte à tuer d'autres gens. C'est un problème de fond dans les sociétés. Ça, le monde arabe est devant une crise sociale importante. Plus tous ces problèmes-là, c'est une crise sociale importante, plus que la crise identitaire. Les gens croient que c'est une crise identitaire. Non! C'est une crise sociale de fond où il y a eu une déperdition de valeurs. Et même que l'échelle de valeur a sauté. Il n'y a plus de valeur ni à être un docteur, ni à être un intellectuel. Il y a plus de valeur à être quelqu'un de gradé. Donc ça, c'est le syndrome Mamlouk. Il revient en force. Moutanabbi a souligné ce syndrome-là à son époque, quand il a commencé, où il a dit que les gens de la plume sont au service aux gens de l'épée. Sont au service aux gens de l'épée. Donc il y a un peu cette déperdition de valeur. C'est pour ça que je me demande pourquoi ce deuxième épisode de 65. Je me demande en toute honnêteté pourquoi. Eh bien, cette époque de 1965, il y a beaucoup de gens qui ont essayé de trouver des solutions. Abdel Nasser était dans son apogée populaire. Et je peux dire, dans le XXe siècle, c'est l'une des personnalités les plus populaires du monde arabe. C'est rare de trouver dans l'histoire du monde arabe, dans le XXe siècle, une personne qui a eu cette place telle qu'Abdel Nasser. Donc Jamal Abdel Nasser, le président égyptien. Pas seulement en Égypte. Il avait un émetteur très fort du radio du Caire qui s'appelait à l'époque La Voix des Arabes, Saut al-Arab, et qui était entendu partout dans le monde arabe. Et bien les gens l'attendaient avec ferveur
pour entendre Saut al-Arab du Caire, donc la voix des Arabes. C'était quelqu'un qui vraiment, il était très fort à Nasser à cette époque-là, populairement. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait, dans ces années, début des années 60, une tentative d'unité avec les Syriens. Et même le mot Égypte et Syrie ont un peu disparu de la scène au profit de ce qu'on appelle l'État arabe uni. Donc c'est un peu la République arabe unie. Mais cette tentative d'unicité égypto-syrienne n'a pas survécu. 2 ans, 3 ans après, c'était les arabo-baptistes qui n'étaient pas contents de cette unité et qu'elle a échoué. L'échec en 63-64 de cette unité arabo-syrienne, donc, il y a eu après, juste après, cette arrestation massive des frères musulmans, dans une nuit, plus de 18 000 personnes. Pourquoi? Certains historiens essaient de dire qu'il y avait un feu vert de la part de Moscou. Pourquoi de Moscou? Ils disent qu'Abdel Nasser a visité Moscou dans une importante délégation et qu'à son retour de Moscou, la décision a été prise. Certains islamistes disent que c'était une décision qui a été prise par les services à l'époque soviétique et égyptienne, sous la direction du bureau à l'époque qui faisait un peu du prosélytisme pour le communisme, qui s'appelait le Comintern, donc un peu dans le monde à l'époque, et que le but était de faire avancer le communisme dans le monde arabe. Je ne suis pas du tout favorable à cette thèse. Je ne suis pas favorable. Je pense, à mon avis, à une autre chose. Ça, c'est mon avis aussi personnel, donc je peux me tromper, mais je veux le dire et l'assumer. Abdel Nasser, après l'échec de la tentative d'unité avec les Syriens, il est venu en Égypte. Il a eu peur un peu que peut-être aussi il aura des problèmes en Égypte, que sa popularité va fléchir. Et bien, son adjoint Abdel Hakim Amer, le maréchal, et les grandes personnalités de l'époque ont pris la décision de montrer que l'État est fort, que l'échec de la tentative ne nous a rien fait en Égypte. Si les Égyptiens ne nous ont pas voulu de nous, on est là en Égypte, on est toujours fort. Et pour montrer leur force, c'était le maillon le plus faible à l'époque, les ex-opposants qui sont les FM. Et on a trouvé les FM, il est facile de leur coller l'idée de faire un coup d'État, une tentative et tout ça, et les mettre une nouvelle fois en prison. C'était en 1965. Donc, pour montrer que rien ne nous échappe, nous sommes là. Et pourquoi? Je vais essayer d'aller loin et puis vous donner la parole. Pourquoi ça? Ici, je vais dire quelque chose, j'espère que vous la noterez. Ces régimes-là sont les régimes les plus dangereux du monde arabe. Qui ont voulu reconquérir le pouvoir et ne pas le lâcher. Et que toutes les sociétés civiles, tous les civils, ne seront que leurs serviteurs. Et comme ils ont détruit l'évolution des peuples arabes, que les peuples arabes ont fait pendant la période, ce que j'appelle les mouvances nationales. La période du mouvement national, pendant la période coloniale, il y a eu un mouvement, une évolution des peuples arabes. On avait des journaux, des partis politiques. Donc il y avait une évolution de la population arabe, surtout, comme je vous ai dit, dans les villes, que ce soit au Caire, à Damas, à Tunis, à Alger, partout. Quand ils sont arrivés au pouvoir, des solutions. On a fait revenir les gens en arrière.
où il n'y aura plus d'associations politiques, ni de partis. Même les associations à caractère éducatif et tout ça passeront par les services. On est rentré dans l'ère du quadrillage de la société. Celui qu'on ne donne pas le feu vert pour qu'il ait un poste, il ne l'aura jamais. Il ne peut pas, même pas sortir pour l'étranger. Parce qu'il n'a pas la bénédiction des gens du pouvoir. Dans ce contexte, en faisant les études, les services égyptiens ont trouvé, je le dis, les services égyptiens ont trouvé à l'époque qu'il n'y a plus aucune alternative à leur projet. Ils continuent à mettre à bord. Le seul danger vient de la confrérie des frères musulmans. Tout ce qui se passe actuellement n'est que le reflet de ce qui s'est passé à l'époque, hein, avec un peu des changements et ça s'arrête là. On a trouvé que c'était la seule alternative. Donc comment se comporter face à cette alternative? Comment la tuer dans l'œuf? Comment la tuer dans l'œuf? C'est pourquoi on a décidé, ici, c'est important, de les incarcérer d'abord, en mettant par des infiltrations de leurs éléments. On ne peut pas incarcérer les gens sans les infiltrer. Hein. Ça, c'est... On ne peut pas incarcérer 100 personnes ou 200 personnes d'une mouvance politique sans en faire 5 ou 6 de nos hommes, ou même plus, à l'intérieur de ces gens-là, pour voir ce qui se passe dans les prisons, l'évolution et tout ça. Ça, ce qui s'est passé. Donc, ces mouvements-là. Et donc, en faisant ça, les Égyptiens voulaient tuer dans l'œuf l'évolution d'un projet alternatif. Si je peux poser une question. Oui. Je voulais juste savoir quel événement a servi de prétexte en 65. En 65, on a accusé les frères de monter parce que les frères commençaient à se... c'était une association qui a été dissoute en 54. Ils commençaient à faire des réunions, à se voir, donc à refaire le mouvement. Ça, c'était le prétexte. Et on les a accusés que ces réunions-là voulaient faire un coup d'État, fomenter un coup d'État. Donc, alors qu'ils n'avaient pas vraiment les moyens de faire un coup d'État. N'avaient pas vraiment les moyens de faire un coup d'État. Seulement, 1965, ce deuxième épisode a coïncidé avec quelque chose de grave, et je le dis, quelque chose de grave au sein des femmes. Quelle est cette chose de grave au sein des femmes? C'était l'émergence des idées de Sayyid Qutb. Pour votre connaissance, Sayyid Qutb n'a pas connu Hassan al-Banna. Il n'était pas parmi les frères, donc les anciens frères. Il n'a accédé que, il n'était connu qu'après Hassan al-Banna. Donc, où Sayyid vraiment a pris sa place au sein de la mouvance. Il a développé des idées, généralement qui sont connues, et que ils ont fait le cachet de l'islamisme moderne. Ces idées ont fait un peu un cachet dans l'évolution de l'islamisme contemporain. La première idée, c'est la Hakimiyya, la Jahiliya et l'Uzla al-Shururiya, comme on l'appelle. La retraite affective. Affective, comme ça, la retraite affective. C'est 3. Je veux dire un mot, un petit mot. Il y a deux choses. Il y a les idées, il y a ce que j'appelle le côté spectaculaire. Les gens courent derrière le côté spectaculaire, généralement.
Je vous donne une idée. Une personne, des fois, dont ses idées sont complètement erronées. Et je dis erronées, complètement erronées. Il est un peu au bord d'être une personne fêlée. Je me souviens, j'ai eu un problème avec des gens pareils à une certaine époque de ma vie. J'étais gosse, mais j'étais, je le dis en toute honnêteté à l'époque, j'avais cette culture des frères musulmans. Je n'étais jamais membre des frères musulmans, mais culturellement, j'étais un de leurs adoptifs. Donc je ne suis pas nié pendant les années 70. Donc j'ai mangé et bu tout ce qu'ils ont écrit à l'époque. Même j'avais un peu de la... Plus que la sympathie. Fanatisme. Oui, j'étais un peu un fanatique frère musulman. Je n'acceptais pas les critiques envers les frères dans cette période. J'étais comme ça, je vous le dis, je ne lis pas. Maintenant, je suis un penseur, hein. Il faut faire un grand saut dans la vie. Hein. Mais quand on était jeunes, il n'y avait rien devant nous que les livres des frères, et on a pris ça comme étant des gens, tout ce qu'ils ont dit est vrai à 100%, sans aucune critique. Si les gens, les autres critiquent, on est nerveux, on ne veut pas qu'ils les critiquent, ainsi de suite, ainsi de suite. Ce que beaucoup de jeunes le vivent actuellement. Hein. Et quand ils nous trouvent, nous, un peu actuellement dans une autre situation, ils s'étonnent. Calmez-vous, on est passé par cette période, aussi une certaine période. Et aussi nos frères aussi ne sont pas blancs comme neige, ils ont fait des erreurs, pas mal de choses comme ça. Donc il faut qu'on soit plus ou moins crédible et honnête dans nos études. Mais quand je dis des personnes maintenant, c'est pour ça que je veux dire une chose importante concernant les idées. Une personne, comme je vous disais à l'époque, comme ça, dans une petite halaqat, dans les années 70, 78, 79, il était au bord un peu de tekfir dans ses positions. On était jeunes, des gosses. Mais comme il était trop pieux, on croyait tout ce qu'il dit, peut-être il est vrai. Tous les autres ne veulent pas lui dire, écoute, ta piété c'est pour toi, tu peux faire 1000 rak'at, ça c'est ton problème. Ça ne veut pas dire que ton idée elle est crédible. Ce que tu dis, elle est erronée. Tes rak'at c'est à toi. Mais ton idée est dangereuse pour la société. C'est pas souvent comme... Donc, certes, Saïd peut-être était un homme pieux, mais ces idées-là étaient dangereuses pour la société. Personne n'a osé à l'époque de le dire, au sein des islamistes. Qui a permis, honnêtement, quand on voit la Deuxième Guerre mondiale, les intellectuels des années 20 et tout ça, ont tiré la sonnette d'arabe contre le nazisme. Que c'est des idées erronées, et que si on arrive au pouvoir, ils vont commettre des boucheries. Chose qui a été commise. Parce qu'une personne qui base ses idées sur la race ne peut qu'être un criminel envers les autres races. C'est des mauvaises évolutions. Donc, c'est pour ça, il y a beaucoup de gens, quand on voit le côté spectaculaire, ils ont un grand bal, je ne sais pas, il fait 1000 rak'at. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il avance comme idée? C'est les idées qu'on doit affronter. Seulement, on doit affronter les idées, la pensée par la pensée. Jamais, jamais, on doit tuer quelqu'un pour ses idées. Et je vous le dis pourquoi. Si on tue quelqu'un pour ses idées, on va le martyriser. Et on va rendre cette idée comme une idée sacrée. Personne n'aura plus, après le courage de dire écoutez, c'est faux. Il est mort pour ses idées. Oui. On va dire il est mort pour ses idées. Ah merci. Ça a été l'erreur d'Abdel Nasser. C'est d'avoir tué Qutb pour ses... Et c'est pour ça que je me demande, pourquoi est-ce que Sayyid Qutb pour ses idées-là mérite cette pendaison? Pourquoi? Je peux poser ta question? On dit que Sayyid Qutb, avant d'arriver à ses idées radicales, il a d'abord subi l'emprisonnement, les tortures. C'est un peu Nasser qui a... Non, ces idées-là sont avant. Il a développé ces idées, parce qu'on ne peut pas développer des idées entre 65 et 66 pendant une année ou 2 ans. Non, les idées se sont développées pendant toute la crise. Sayyid Qutb,
a vu la crise de 54. Il a fait son analyse de la crise de 54. C'est son analyse de la crise de 54 et de ce qui est venu après qui l'a mené à ces idées-là. C'est pour ça, méfiez-vous des inclinaisons. Dans le monde sunnite, dans le monde musulman, on a vu les inclinaisons. Il y a des gens qui ne voient pas les inclinaisons. Par exemple, je vous donne. On parle toujours de Afghani, Abdou et consorts, et on le met sur la même longueur d'onde avec Hassan al-Banna. Alors on oublie une chose importante, qu'il y a eu une inclinaison dans la période de Rachid Reda. C'était comme ça, puis un peu comme ça. Il faut prendre cette inclinaison. Aussi dans les frères musulmans, on a Hassan al-Banna, on a Sayyid Qutb, il y a une inclinaison ici. Hassan al-Banna n'avait pas les mêmes idées que Qutb. S'ils avaient les mêmes idées que Qutb, il n'aurait pas dû faire son mouvement dès le début, aller dans les cafés, plaider chez les gens, il n'aurait pas faire ça. Parce que qu'est-ce qu'il a fait? En annonçant la Hakimiyya à la Jeddah, on est rentré carrément au Takfir. Carrément au Takfir. D'ailleurs, je vais vous lire par exemple certains passages de ce qu'il a écrit. Qutb, il faut le lire, il faut lire ce qu'il a dit Qutb d'abord. Hein. Donc, Sayyid Qutb il dit par exemple, la question, quand il dit la question, ça veut dire que tout son analyse est arrivé à ça. La question, en réalité, c'est une question de foi et de mécréance. Il le dit comme ça. Les gens ne sont pas musulmans comme ils le prétendent, alors qu'ils vivent à l'ère païenne. Cela n'a rien à voir avec l'islam et ces gens-là ne sont en rien des musulmans. Ma'alim fi tariq, passe 158, Jean sur la voie de Dieu. Donc ici on est sur l'idée de Jahiliya, c'est ça? Oui, c'est le Jahiliya. Autre chose par exemple, il n'y a pas aujourd'hui sur la surface de la terre un seul pays musulman, n'est aucune société musulmane. Aussi dans Ma'alim fi tariq. Il a avancé ces idées-là. Hassan al-Banna n'a pas parlé de ça. Donc, ces idées-là, honnêtement, je vois qu'il est plus proche de Maoudoudi, le Pakistanais, que de Hassan al-Banna. L'inclinaison était importante. D'ailleurs, Qaradawi, qui est un des têtes des frères musulmans dans le monde, hein, qu'il a toujours défendu, il a reconnu, c'est une personne honorable, il a reconnu que Sayyid, dans cette période, il était takfiri. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit au cours de cette étape de 65, hein, ce qui s'est passé, les livres du martyr Sayyid Qutb sont apparus au grand public, des écrits traduisant la dernière étape de sa pensée takfir. Comme ça, donc il a dit, il condamne les sociétés musulmanes d'apostasie, il prône de couper les liens avec les autres et de brandir l'étendard du djihad à l'encontre de tous les hommes. Ça, c'est dans le livre Awlawiyat al-Haraka al-Islamiyya, page 110. Ça, c'est le Qaradawi qui le connaît. Et d'ailleurs, il y a eu un problème en 2007. Hein. Je l'ai entendu, quand il a posé cette question. Il a dit effectivement, le livre Ma'alim al-Tariq est un livre takfiri. C'est un livre takfiri. Et cette pensée-là, ça ne veut pas dire que c'est du Qutb parce qu'elle a fait son chemin partout. Hein. Le livre que Ali Ben Hadj, le chef du fils algérien, a fait au moment 2, comme ça, Fi Dhulm al-Hukam. C'est un livre qui était connu aussi. Moi, j'ai entendu Cheikh al-Barazi au Danemark. Il a dit aussi, c'est un livre qu'il a lu, que c'est un livre takfiri. Il y a des idées de takfir. Donc, à l'époque, hein, Cheikh Barazi, je l'ai entendu, Cheikh Mohamed Fouad al-Barazi, quand je lui ai posé cette question, il m'a dit, ce livre-là, c'était Fi Dhulm al-Hukam. Comme ça, c'était Ali Ben Hadj, et c'est le fils à l'époque qui a mis ce livre en exergue. Il a dit, c'est un livre, il y a des idées de takfir. Donc, ça veut dire que cette pensée a marché. Donc, ces idées-là, qui étaient dangereuses, il faut les affronter. Parce qu'ils ont eu après une chose là. Seulement, on a voulu les martyriser. Les services égyptiens ont voulu faire de ces idées des idées
qui vont rester, qui ont fait leur cachet dans la société. Est-ce qu'il faut revenir sur les idées de Hakimiyya, de retraite affective après? Oui, oui, non, non ça c'est les trois ensemble. On peut expliquer un petit peu ce que c'est Hakimiyya, Hakimiyya, ça veut dire qu'il faut toujours se conformer à la charia, donc il ne faut pas avoir d'idée, tout il est calculé. La jahiliya que nous vivons une jahiliya, ça je vais essayer de parler aussi. Et le reste de la shughliyya, ça veut dire se mettre en retraite par rapport aux autres, de ne pas avoir de relation avec les autres et tout ça. Donc ça, ces idées un peu, et quand je dis les autres, c'est au sein des sociétés musulmanes. Hein. Ça veut dire que tu commences à voir peut-être ta soeur qui marie un autre, une fois non musulman, donc ta soeur marie un autre. Donc un peu on coupe les liens de la société, les gens les coupent entre eux. Et ça, je veux dire pourquoi les services égyptiens ont investi dans ces idées-là. Ce n'est pas quelque chose de pour rien. Par contre, ce que je vois aussi, Mohamed Qutb, son frère, qui est parti en Arabie Saoudite, et il faut le dire aussi, il faut le dire en toute honnêteté, qu'il n'a jamais apparemment fait partie de l'organisation des frères. Hein. Donc il a un peu fait marcher les idées de son frère, mais il n'a jamais fait partie donc un peu dans l'organisation des frères musulmans. Bon, je n'en ai jamais entendu qu'il a fait partie de l'organisation. Seulement ses écrits ont été catastrophiques. Il a fait un livre qui est appelé La Jahiliya du XXe siècle, donc Jahiliya al al-20, où il prend en toute honnêteté aussi que l'islam est étranger en terre d'islam, comme ça. Comme Massoudi Boualamdek est rejeté par l'ensemble de nos contemporains, ça dans Jahiliya al-20. C'est le premier où il donne à tous les gouvernements des pays arabes le mot de tyran, de tarout, que ce n'est que de tarout, ces gens-là qui nous gouvernent. Aussi, oui. En Arabie Saoudite. Il était en Arabie Saoudite, mais il n'a pas épargné les Saoudiens. Il ne les a pas épargnés honnêtement, donc il faut qu'on soit honnête avec nous-mêmes. Hein. Quand il a dit ça, il n'a pas dit que les Saoudiens, non, il a tout le monde, sans exception. Parce que des fois, nous, il ne faut pas qu'on soit trop anti-saoudien, il faut dire ce qui a été historiquement ici. Parce que peut-être il y a des gens qui vont faire une thèse sur ce qu'on va prendre des infos, il faut qu'ils les prennent honnêtement. Parce que c'est pas facile, c'est une étude académique. Donc il faut pas, là où il y a un problème en Arabie Saoudite, on va le dire, donc dans l'évolution des takfir, où est le problème en Arabie Saoudite. Mais ça ne veut pas dire que lui, il ne les a pas épargnés. Non, lui, il a dit tous les gens qui nous gouvernent sont des taroutes. Donc, il a été clair. Donc, et personne n'a eu comme on dit, même il dit comme ça, nous avons vu à la lumière, donc ce qu'il a donné lui comme analyse, que toute cette génération s'est apostasiée. Donc, toute la génération, sans exception. Même, hein, on a commencé à faire entrer les gouvernements, les artistes, les écrivains, les intellectuels. Pourquoi? Parce que comme je vous ai dit, je vous ai parlé des gens qui nous, donc des militaires qui ont pris le pouvoir, on instrumentalise la société, on instrumentalise tout le monde, les journalistes du pouvoir, les artistes du pouvoir, même les chanteurs. Donc si vous prenez par exemple à une certaine époque Abdel Nasser, a fait élever Abdel Halim Hafez, je n'ai rien contre les chanteurs, en toute honnêteté. Hein. Je ne suis pas une personne qui les condamne. Donc, pour moi, je suis au contraire tolérant envers le problème, ce qu'on appelle les chansons et tout ça. Mais Abdel Nasser, à une certaine époque, a instrumentalisé Abdel Halim Hafez. Pourquoi? Parce que Abdel Halim n'a pas été un chanteur de l'époque monarchiste. Il était jeune. Quand il a commencé avec la Révolution. Donc, on lui a donné un coup de fouet. Par exemple, l'autre, comme on l'appelle, Keltoum, un peu été relégué au deuxième plan, malgré que Amr essayait par tous les moyens de la faire avancer. Ce n'est qu'après 67, parce qu'elle a fait une grande tournée de soutien à l'Égypte, après la guerre de 67, qu'elle a pris sa place. Un peu, il faut bien savoir ça. Je me souviens, nous, en Algérie, pendant les années 70, nous me disions dans le projet socialiste, il a trop instrumentalisé un grand chanteur algérien qui s'appelle Abdel Yassa. Donc il nous sortait tous les 3, 4, tous les mois presque une chanson
mais une chanson un peu avec une vision politique. Donc, à la venue de Charlie, donc, derrière ça, un peu a disparu de la circulation. Ce n'est que vers la fin des années Charlie, vers la fin des années... Et c'est un grand chanteur, il faut le dire. Il faut le dire, moi, pour moi, ces chansons sont quelque chose de bien et tout ça, mais les pouvoirs, ça ne veut pas dire que c'est des gens, que c'est des chanteurs, comme des journalistes. Il y a des journalistes de valeur, mais qui ont... Moi, quand je lis, par exemple, un journaliste nationaliste arabe, du nationalisme arabe, je le vois comme étant un grand journaliste, hein. Honnêtement, c'était Ahmed Baha'u'ddin. Il est mort dans les années 80, mais c'était un grand journaliste. On peut ne pas être d'accord avec lui. Il a servi Nasser, il a été un des hommes de Nasser, mais il est d'ailleurs mieux, de loin, que Heikel. Si vous lisez, tapez peut-être, vous l'aurez le nom, Ahmed Baha'u'ddin, tapez sur le net, comme ça, c'était un grand journaliste, même un penseur, un journaliste penseur. Il y avait même des journalistes connus en Palestine à l'époque, tels que Nashashibi, donc, qui était aussi un grand journaliste. Il y avait par exemple un journaliste libanais qui a édité Al-Mustaqbal à Paris aussi, qui est mort, Nabil Khouri, qui était aussi un grand journaliste. Était un journaliste de la cause du panarabisme de l'époque. C'était des grands journalistes. On peut ne pas être d'accord avec eux, mais il faut le reconnaître, leur talent. Donc, il faut savoir faire, comme on dit, la part des choses. Quelqu'un, moi, je lis, parce que c'est des gens, je sais que c'est des grands talents. Comme actuellement, on peut lire Abdelrahman Rachid, le Saoudien, aussi, ou bien Badr Khan, aussi le Libanais. C'est des gens qui sont un peu des sommités du journalisme dans le monde arabe. Et d'autres, on ne lit pas tout ce qui se dit dans le monde arabe, mais il y a des gens qu'on les suit ce qu'ils disent, et on sait qu'ils sont journalistes et en même temps créateurs d'idées, des penseurs. On peut ne pas être d'accord avec eux, mais il faut reconnaître les talents des gens. Il ne faut pas être des gens qui effacent les gens. Parce que ces mouvements-là, ces gens qui nous ont gouvernés, pourquoi? Parce que des fois, toute personne qui n'est pas d'accord avec la politique, elle est gommée. Ça, c'est ce qui a tué pas mal de, comment on dit, de penseurs, pas mal de créativité dans le monde arabe, qui a tué beaucoup de gens. Donc, et le problème, les islamistes ont fait de même. Hein. Les personnes qui ne sont pas l'allégeance avec nous, que ce soit les frères, tous les islamistes, hein, sans exception. Si tu n'as pas fait une allégeance à ce groupe-là, un peu on va te gommer. On ne va pas dire que c'est une personne qui a aussi ses qualités, ses talents et tout ça, et qu'on peut être d'accord avec lui dans certains points, ne pas être d'accord. Ça n'existe pas aussi. Donc je ne dis pas que les islamistes, ils vont... Non. C'est comme ça. C'est comme ça. Parce que nous avons évolué dans des sociétés pareilles. C'est des sociétés où il y a eu le quadrillage. Et les islamistes, en faisant ce qu'on a appelé les tandimat, on a fait les quadrillages. On est tombé dans le même créneau que les autres. C'est pas pire. Donc, ça, c'est des problèmes énormes qu'il faut essayer de dire. Donc, ici, ces idées-là, la seule personne, par exemple, les seules personnes qui les ont... Il y a deux personnes qui ont critiqué ces idées-là. Cheikh Mohammed al-Ghazali, qui a critiqué Mohammed Qutb sur le problème de la jahiliya. Parce que Mohammed Qutb essaie de donner une signification à un verset coranique qui ne l'est pas. Là il est le problème. C'est pour ça qu'on a vu. Donc, il prend par exemple un verset dont il parle pour les femmes. وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. Donc je ne sais pas traduire le verset coranique. Donc le mot jahiliya al-oula, la première, il a dit donc forcément il y aura une deuxième, une troisième, une quatrième. Du moment qu'il y a eu le mot oula. Cheikh al-Ghazali a dit non. Quand on dit al-oula, ça veut dire qu'il était avant la révélation. Les Arabes ne sont pas rentrés dans la jahiliya après le prophète. La jahiliya elle existait avant la prophétie. Avant la prophétie, ça c'était la période de la jahiliya. Mais après la prophétie, c'est fini. Il n'y a plus de jahiliya. Donc c'est pour ça qu'il a dit, il y a un verset coranique qui dit Adan al-Oula. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas une Ad Taniya.
Inde Oula, ça veut dire qu'il est parti, ça fait longtemps. Vous en entendez parler sans savoir où elle existe. Donc ça il est important de souligner. Et c'est les mêmes thèmes qui ont été aussi redits par Ali Jarisha. Donc dans les années aussi 87-88, il a répondu à Mohamed Qutb. Parce que pourquoi? Parce que la pensée de Mohamed Qutb a fait plus de dégâts que la pensée de Sayyid. La pensée de Sayyid s'est arrêtée un peu, mais Mohamed Qutb, en amplifiant, reprenant les idées de son frère, il a fait plus de dégâts parce que certains mouvements islamistes en Afghanistan, on va le voir, ont repris les idées de Mohamed Qutb. Surtout quand il a fait un nouveau livre dans les années 83, 84, 85, qui s'est appelé Le Vécu contemporain, où il a développé ses idées. Et je peux dire que certaines idées qui ont été reprises par le groupe du Djihad et Al-Qaïda émanent de ce livre-là. Donc c'est un problème de fond qui s'est posé à l'époque. C'est comment les idées. À mon avis, que les services égyptiens ont voulu donner à ces idées-là une éternité en tuant Sayyid Qutb. Et bien, en faisant ça, en le tuant, on a un peu d'une façon de dire. À l'époque, la seule personne, ça c'est après, mais contemporainement à Sayyid Qutb, la seule personne qui a critiqué Sayyid Qutb, c'était Malek Ben Nabi. Malek Ben Nabi, l'Algérien, c'est un penseur algérien francophone, de très haute qualité. Et il y a beaucoup d'islamistes qui ne le connaissent pas et qui ne le lisent pas ce qu'il a dit. Mais ses idées sont à voir. C'est une personne qui est morte en novembre 73, dans des situations douteuses. D'après sa femme, elle a été agressée et morte suite à cette agression. On ne sait pas la vérité. On n'a pas parlé parce qu'en novembre 73, quand il est mort, c'était les jours qui ont suivi la guerre de octobre 73. Donc le monde arabe était plus occupé par ce qui s'est passé, ce qui se passe au Proche-Orient, que par des informations locaux. La personne qui a pris les idées de Malek Ben Nabi ici en Europe, qui était très proche de Malek Ben Nabi, c'est une personne qui prend jusqu'à présent la non-violence. Il est un peu âgé, il est en Allemagne, je crois que notre frère le connaît très bien, c'est Saïd Jawdet. Et j'aurais voulu qu'il soit réinvité à Bruxelles. J'ai demandé à des frères s'ils peuvent le réinviter et que tous les jeunes peuvent l'entendre. Parce que c'est une personne, c'est les idées de Qutb ont tué les idées de Malek Ben Nabi, de Jawdet Saïd et tout ça. La pensée que Malek Ben Nabi et Jawdet Saïd ont développée dans les années 60 était plus propice au développement de la mouvance islamiste que la pensée de Sayyid Qutb. Pour eux, à l'époque, pour Malek Ben Nabi, il a dit que Qutb s'est trompé d'approche. Il a pris comme référence la société du prophète. Alors que la société où le prophète a vécu, c'était une société païenne. Maintenant, à toi, Sayyid, de dire, est-ce que cette société égyptienne, elle est païenne ou elle est musulmane? Si elle est païenne, ça veut dire, ces gens-là, ils font la prière, ils font le ramadan, dans la zakat. 90% de ce qu'ils font, elle est conforme à la charia. Ils se marient avec Fatiha, avec dot, avec ça. Ils font le divorce avec les 3 mois de idda, avec tout ça. Qui les a appris tout ça? Il y a beaucoup de gens qui vivent. Peut-être le gouvernement n'applique pas telle ou telle chose, mais ça ne veut pas dire que toute la masse musulmane a quitté sa religion. Donc le problème, c'est que nous véhiculons des siècles un peu de ténèbres. 7 ou 8 siècles, on a fait marche arrière, les gens ne lisaient pas, n'écrivaient pas, donc il y avait un peu un fardeau assumé. Je vous le dis honnêtement, vous actuellement, donc les générations actuelles sont plus savantes que les générations, ça fait un siècle ou deux. Hein. La masse, ça fait un siècle ou deux. Il y a des Marocains ou des Algériens ou des Tunisiens ou des Égyptiens qui n'ont pas quitté leur douane, hein, qui ne connaissent pas ce qui se passe à 20 km, hein, qui ne connaissent rien. Il ne faut pas entendre quelqu'un qui a pu aller à Fès, de Fès à Alger, d'Alger à Tunis, au Caire. Hein, personne.
Tous les Marocains ne sont pas Ben Battuta, donc il y a un ou deux, hein, mais la masse marocaine n'a pas quitté son village, comme la masse algérienne, comme la masse... On n'a pas quitté même le territoire de sa tribu. Donc il faut le dire. Parce que quand on fait ça, on a eu des siècles où tout s'est un peu arrêté. Hein. Après 1500, on n'a rien produit. C'est ça que les gens veulent. Nous, quand on a été en Andalousie, mais ça remonte à loin, 8 siècles. 8 siècles. L'apogée de ce qu'on a donné en Andalousie, c'était au 11e, 12e siècle. Hein. C'était le temps des Omeyyades, hein, à Cordoba. C'était l'apogée de ce qu'on a donné. Avec Abdelrahman al-Nasser et son fils al-Hakam. Après aussi, on a commencé à sombrer. Donc il faut que les gens disent des vérités. Il ne faut pas dire ce que nous avons. Écoutez, on a derrière nous des siècles, certes. Mais ça ne veut pas dire que les sociétés sont devenues apostates. Ça ne veut pas dire que toute la société musulmane, elle est devenue une société apostate, qu'on doit... Non, ça ne colle pas. Le problème, que les idées de Qutb ont été adoptées par la mouvance islamiste. Personne n'a eu le courage, hormis ces gens-là, de dire qu'il y a erreur. Ils ont été adoptés, c'est pour ça que tu vois un jeune, à l'âge de 20 ans, quand il commence à faire la prière, il te dit, nous étions au temps de la Jahiliya. Mais tais-toi, calme-toi, on n'a jamais été dans le plan de la Jahiliya. Moi, je me souviens, je ne sais pas si vous l'avez vécu, nous en Algérie, je me souviens dans ma ville natale, toute jeune commence à faire la prière à 19 ans, 20 ans. Peut-être elle a commis un petit péché de gosse, d'un jeune adolescent. Dans les années, donc à l'âge de 16 ans, 17 ans, il dit à l'époque, on a été au Jahiliya, mais tu n'as pas été au Jahiliya, tu n'as jamais été là. Nous, depuis notre naissance, on est né dans des sociétés musulmanes. À l'âge de 4-5 ans, on sait différencier Ramadan de pas de Ramadan. 4-5 ans, à 6 ans, on sait qu'il y a un mois qui vient dans l'année, qu'on va tous manger à une heure. On ne mange pas toute la journée, comme c'est nous, les voisins des voisins, tout le monde, et que tous les gens ferment donc, avant la prière de Maghreb, on trouve la ville morte, tous les gens pour la République du Jeûne. C'était nos sociétés. Donc, on sait que tout le monde, on ne peut pas se marier sans faire une fatiha chez le Qadi, sans aller faire une d'autre, les témoins. Nous avons notre mode de vie dans le monde musulman. On ne peut pas dire qu'on vit dans le Jahiliya. Donc, c'est pour ça que la mouvance islamiste a adopté ce terme, péjorativement comme ça, mais il a été mauvais pour nous. Il a été mauvais pour la mouvance islamiste. Donc ça, le pouvoir égyptien, il a fait basculer l'islamisme en tuant. Il a voulu quoi? Tuer le projet. Tuer le projet islamique. Comment tuer le projet islamique? Ce projet, certes, les frères ont commis des erreurs, tout ça, mais il peut se développer dans une autre façon, donc avoir d'autres idées, mais en sacralisant les idées de Qutb, ça veut dire que ce projet meurt. Pourquoi? Premièrement, il se dissocie dans la composante de la société. C'est fini. On va se dissocier, on va voir toute la société comme étant une société impie. On se dissocie d'elle. Si on se dissocie de la société, le projet va faire avec qui? Il va fonctionner comment? Il va évoluer comment? Ça, premièrement. Deuxièmement, on se dissocie des imams, des oulémas. On les taxons tous d'être des oulémas du pouvoir. Et c'est là où on a tué l'Azhar. On a commencé à dire que l'Azhar est une... Alors que l'Azhar de l'époque regorgeait des grands savants tels que Cheikh Cheltout, Cheikh Mohamed Abou Zahra, c'était des grands savants. Où la mouvance s'est dissociée. Elle n'entend plus des gens pareils. Alors que je peux dire qu'une personne telle que Cheikh Mohamed Abou Zahra, c'est le juriste des musulmans du XXe siècle. Si les musulmans ont eu un juriste, un vrai juriste, c'est bien le Cheikh Mohamed Abou Zahra. Et j'aime mieux que les musulmans le lisent. Donc, c'était vraiment un grand juriste. C'est rare de trouver quelqu'un actuellement juge au Qadi et ne pas retourner à ses écrits. Donc, c'était des gens... On a dissocié
donc la mouvance des jeunes et tout ça, de la société, des oulémas. Donc, et c'est là où est le danger. Donc, et c'est là le but des gens qui ont tué Qutb. Le but, c'est d'arriver à ça. Et bien, et de faire sortir cette pensée sur le terrain. Qu'est-ce qui s'est passé? L'année 67. L'année 67 a vu ce que j'appelle un grand problème entre début 67, Abdel Nasser a voulu reconquérir la Syrie d'une façon indirecte. Ici, n'écrivez pas, je vais vous donner juste un peu un aperçu. Je vous conseille de lire un livre qui est en arabe, je ne sais pas s'il est traduit en français, qui a été écrit par l'ancien chef de l'OLP, pas Yasser Arafat. Le premier chef de l'OLP s'appelle Ahmed Choukairi. Donc c'est un Palestinien, adepte de Nasser, hein, mais le livre, il l'appelle Al-Hazim al-Kubra, la grande défaite, ou bien la grande débâcle, donc de 67. Et il donne des infos. Ce qui nous intéresse, ce sont ces infos et ces analyses. Hein. Donc il a des infos détaillées sur la situation. Donc, les Syriens faisaient des attaques, parce qu'à l'époque, le lac de Tibériade et le Golan étaient dans les territoires syriens. Il y avait des agriculteurs israéliens dans les kibbutz, donc un peu dans le bas de la vallée, et les Syriens faisaient des attaques contre les Israéliens. Israël a riposté, et même elle a pris la décision, si ça va, même à occuper Damas. Et c'est là où Nasser est rentré, soi-disant, pour sauver Damas. Il est rentré, il a même proposé apparemment la création d'une base aérienne à Damas, les Syriens ont refusé. Puis, le conflit est devenu un conflit israélo-égyptien au mois de février-mars. Et s'est enflammé au mois d'avril-mai. Mais Nasser a fait une erreur politique importante. Cette erreur politique qu'il a fait, c'est qu'il a cru comme 56, il s'est basé sur 56, qu'il va pousser des choses pour arriver à ses fins sans rentrer en guerre. Alors il a dépassé un point rouge, c'est la fermeture des tyrans. Donc il y a un passage pour le port israélien d'Eilat. On prend la décision de fermer le passage. C'était un peu une déclaration de guerre. Le problème que cette guerre, quand elle a commencé le lundi 5 juin, elle s'est terminée une demi-heure après cette guerre. Israël a bombardé les bases égyptiennes. Aucun avion égyptien n'a survolé. Et à 8h30, c'est fini, c'était un peu la fin. Et elle a commencé la conquête du Sinaï. Et comme l'armée égyptienne était sans couverture aérienne, c'était les mirages et les fantômes israéliens qui étaient dans le ciel. Les Égyptiens ont payé cher. Je crois 20 000 ou plus de soldats égyptiens qui sont morts dans le Sinaï. Parce que c'était le lundi, mardi, le mercredi, il y a eu un ordre de repli total du Sinaï. Cet ordre a été mal, comment on dit, vraiment très mal, très mal exercé par les troupes égyptiennes qui a mis vraiment l'armée égyptienne dans une déroute totale. Le problème que lundi, le 5 juin, à 10h, il y avait l'ex-Sahaf. Sahaf, c'était le ministre de Saddam qui annonçait que les Américains se suicidaient aux portes de Bagdad. Bien sûr, en 2003. Il y avait un ex-Sahaf, il s'appelle Mohamed Saïd, qui était un peu le grand journaliste arabe de South al-Arab. Et le ministre à l'époque, c'était M. Heikel. Donc, Heikel, qui est toujours d'actualité en Égypte. Hein. Il a annoncé que
plus de 80 avions israéliens a chuté, que les groupes arabes progressent et qu'on est à quelques kilomètres de Tel Aviv. Ben, le monde arabe était en euphorie. Nous avons gagné. Levi Eshkol, qui était à la tête de l'État israélien, le ministre, il a ordonné, avec Moshe Dayan à l'époque, ministre de la Défense, un blackout. Comme les Israéliens n'ont rien dit, donc le monde arabe a fêté le 5 juin 67 une grande victoire. Le 6 juin, le mardi, c'était un peu dans la foulée, mais le 7 juin, le mercredi, le temps a changé. Parce que les Israéliens sont arrivés, ils ont commencé la conquête du Golan et la conquête aussi de l'Quds et de la Cisjordanie. Et M. Mohamed Saïd a changé le temps. On attendait les ennemis de l'Est, ils sont venus de l'Ouest. Et ça, le monde arabe est rentré. La masse arabe a dit, qu'est-ce qui se passe? C'est pour ça le jour où Sahaf parlait de ça, les gens ont cru que les troupes de Saddam vont repousser les Américains. La seule personne qui a été honnête avec le monde arabe à l'époque, c'était ce journaliste de Sharq al-Awsat, le saoudien Abdel Rachid. Il a écrit « Stop. Stop. Média 1967 ». Il a dit en arabe « Mahlan i'lam 67 ». Arrêtez. Donc, vous êtes en train de nous induire en erreur, Sahaf est en train de nous induire en erreur. Donc, le problème que la masse arabe, à l'époque, était une masse crédule. Pas tellement crédible, trop, pas plus que naïf. Émotionnel, le mot émotionnel. Trop émotionnel. C'est pour ça, après, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'était un peu là, en Égypte et tout ça, c'était la grande chute. Mais qu'est-ce qui s'est passé aussi? Ça, le but de ces gouvernements, c'est pour ça que je fais un peu, parce que je suis en train de donner le takfir, comment il est né ce mouvement-là. Il est né dans ces conditions-là, comme ça. Abdel Nasser a fait, comme il a perdu la guerre, si c'était en Occident, il sera passible d'une juridiction militaire, hein. Il sera jugé, condamné pour cette politique, hein. On ne va pas lui pardonner. Il a annoncé qu'il va démissionner. La nuit, des gens sont sortis dans la rue pour dire non, 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 il doit rester parce qu'Israël a échoué, il voulait la tête d'Abdel Nasser, mais Abdel Nasser dit on n'a pas pris. Et Haïkel a été intelligent en annonçant que ce n'est pas une grande défaite, c'est une nexa. Nexa, quelqu'un qui est un peu, qui est trébuché. Pas plus. Il aurait dit que c'est une atsa. Ça veut dire que quand il a éternué. Alors ça a été une grande catastrophe. Donc, malheureusement, mais qui sont ces gens-là qui sont sortis? Revenons à 65. Quand il y a eu les arrestations, Abdel Nasser, comme je vous ai dit, a visé des points. Parmi les points qu'il a visés, rendre une partie de la population égyptienne dépendante de Nasser. Les gens qui ont tué, qui ont assassiné, qui ont torturé, voyaient leur avenir dépendant de Nasser. Si Nasser part, on va leur demander des comptes. Et c'est là ce que font ces régimes-là. Ça, ce que fait actuellement Assad, ce qu'on fait d'autres. Donc tous ces régimes-là, c'est des régimes, ce n'est pas des États. On rend une partie de la population dépendant de nous. Elle va tuer pour nous. Donc elle essaie que nous serons toujours là pour qu'elle soit elle-même protégée. Dans ce cas, ce qu'elle fait. Et ce sont ces gens-là, donc qui étaient dans l'armée, dans la police, là, sont sortis. Ce qu'on dit qu'Abdel Nasser restera. Mais pour calmer le jeu, Abdel Nasser, 2 mois après, mois d'août, il a liquidé son ministre de la Défense, le maréchal Hammer, son outsider même, le ministre de la Défense, le maréchal Hammer. Et on a tout mis sous son dos.
comme quoi que c'était un traître. On a tout mis sur son dos, c'était pour sauver le régime. Donc, ça commence ce qu'on appelle la politique du fusible. En sciences politiques, c'est la politique du fusible. Vous connaissez le fusible? On enlève le fusible. Il a sauté, donc lui, mais le système il reste. Le système est resté, le fusible c'était, et c'est toujours ça ce que se fait. Quand il y a eu des problèmes, on essaie d'enlever une personne et de mettre tout ce qui s'est passé sur son dos. Comme étant un fusible, ça sert à trouver des comptes. On va mettre ça, mais il restera toujours avec les honneurs. Donc on va essayer de te réhabiliter dans votre fonction une année après ou 2 ans. Donc il ne faut pas t'inquiéter. C'est ce qui se passe. Ça, c'est les régimes militaires qui sont venus après l'indépendance dans le pays arabe. Donc, cette guerre de 67, quand les choses sont devenues vraiment dures, on a demandé aux frères dans les prisons de prendre position. Qui soutient Nasser, qui ne soutient pas. Il y a des gens qui ont accepté pour des agissements. Ça c'est normal. Il y a d'autres qui ne l'ont pas accepté. Ceux qui n'ont pas accepté le groupe de refus, c'est disloqué en 2 clans. Le clan qui a vu qu'il a refusé, d'autres clans ont vu que l'apostasie de Nasser et de la société, même des gens qui ont accepté d'aider Nasser. À la tête, c'était Ali Ismail. Ali Ismail, le frère d'Abdel Fattah Ismail, qui a été exécuté avec Qutb. Donc, celui-là, il a refusé. Il a posé une comparaison entre Nasser et Libya Shkoul. Il a dit, quelle est la différence? Les gens qui nous torturent, qui nous font tout ça, sont-ils des musulmans? S'ils sont musulmans, pourquoi ils nous font tout ça? Donc ça a été le début de la pensée des takfir. Donc ça a été un peu sa sortie sur le terrain. Après la mort de Nasser, donc Sadat a pris la décision en 72 de libérer tous les islamistes, 71 ou 72, pendant cette période. Sadat avait besoin de la mouvance islamiste parce qu'il a eu un problème en mai 71 avec Ali Sabri et tout ça, le groupe des anciens, ce qu'on appelle des officiers libres, qui étaient un peu communistes et socialistes, tout ça. Sadat voulait changer de cap. Ils vont terminer avec le socialisme et changer de cap. Il avait besoin des frères musulmans pour contrecarrer la mouvance communiste dans les universités et tout ça. Il avait besoin des islamistes. Les frères sont sortis. Une guerre un peu avec les deux. Mais les services égyptiens savaient que si on a besoin des frères, c'était momentanément. Mais le grand problème, c'est toujours eux. C'est toujours ce qu'on appelle le projet islamique. Donc le meilleur moyen, c'est de faire sortir les idées takfiri sur le terrain. Toujours. Le but que les frères musulmans n'arriveront jamais, ou bien les islamistes n'arriveront jamais à développer leurs idées, ils prendront beaucoup de temps en réponse à ces gens-là, ils seront coupés de la société, comme je vous ai dit. Et bien Ali Ismail prend la décision de faire sortir le mouvement. Il est né, Takfir wal Hijra, en 74. Comme ça, Takfir wal Hijra, en 74. Parmi ce qu'on appelle les choses qu'il a développées, c'est Sadat. Excommunier les gens par le grand péché. C'est une idée takfir. C'est Ali Ismail, pas Sadat. Hein. Non, Ali Ismail. Ali Ismail, quand il a pris la décision de faire sortir, donc, il a fait des principes de ce mouvement. Ces principes, c'était excommunier les gens
par le grand péché. C'était l'idée des Kharijites, dans le monde musulman, s'ils n'ont pas fait la repentance. Maintenant, si quelqu'un fait... Comment je sais, moi, qu'il a fait un grand péché? Comment tu sais quelqu'un qui l'a fourniqué? Est-ce que j'étais avec lui? Ou bien je lui ai demandé de me dire, voilà, j'ai fourniqué telle date, telle chose. Ça ne se dit pas, des choses. Les gens peuvent faire des choses, ça sont eux, c'est privé dans leur vie. Si quelqu'un tombe dans le péché, il n'a qu'à se repentir lui-même. Ce n'est pas à moi de venir me dire que je suis tombé dans le péché. Mais les Tekfiri à l'époque, qu'est-ce que c'était le grand péché pour eux? C'était des positions politiques. Si on voit que l'imam Ali, par exemple, a accepté l'arbitrage à l'époque, c'était pour eux un grand péché. Alors que les choses politiques ne révèlent pas de problèmes de foi et de croyance. Donc ce n'est pas de ça. Les choses politiques, dans les positions plus révèlent de ce qu'il a raison ou il n'a pas raison dans ça. Ça n'a rien à voir avec la foi de la personne, ou non-croyant ou non-croyant. Donc ça a été un problème de fond à l'époque. Celui qui n'applique pas la charia est excommunié. Donc tous les gouvernements, donc pour eux, sont devenus... les peuples qui n'ont pas réagi aussi. Donc on a utilisé donc les peuples qui n'ont pas réagi. Les ulama qui n'ont pas pris de position, qui sont tus, n'ont rien dit, sont aussi kafir. Puis on a... Donc ça c'était un peu envers les peuples. C'est des positions se couper envers le peuple et rentrer en conflit avec la société. Donc ces 3 points, c'est un peu, c'est un conflit avec la société. Puis il a développé 2 autres idées. Et ça, ce qui me fait, je dis le problème des idées graves. Il a développé l'idée que le musulman ne doit pas faire ce qu'on appelle suivre, taqlid. Il doit lui-même faire son propre lecture, sa propre ijtihad, sa propre réflexion. Et le but, c'était de tuer d'abord les écoles juridiques. Donc, je ne crois plus à une école juridique, je fais ce que je fais. Donc, je fais ce que je veux, moi, ce que je vois, moi. Donc, je ne fais aucune référence aux écoles juridiques, ni même les références des ulama. Il n'y aura plus aucune référence à qui se fie. Donc, et ça, c'est un peu l'idée qui a été reprise par les gens d'Afghanistan. Quand ils rentrent dans un pays, ils essayent de décrédibiliser toutes les références locaux de ce pays-là, pour que les gens ne voient que leurs propres références comme étant des gens connaissance de la religion et tout ça. Et tu trouves un grand imam, un grand alim, les gens ne le voient pas, ne l'entendent pas, n'aillent même pas le consulter, ils consultent un jeune de 26 ans, ou 27 ans peut-être, qui ne connaît même pas le 1/10 de ce qu'on est le savant. Donc ça, c'est un problème de fond qui s'est posé, et c'était lui qui l'a... Et ça, à mon avis, c'est là où je vois la main de l'intégration qui a bien travaillé. Parce que ce sont ces 3 choses qui ont été reprises dans le monde musulman par les autres composants. Déclarer donc la société apostat, puis la destruction des écoles juridiques et la décrédibilisation de toutes les références religieuses. Si vous allez par exemple au Maroc, tu lui dis non, c'est à la sorte du sultan. Vous allez en Algérie, vous dites qu'il y a le Majlis islamique. Non, il travaille pour les gouvernements. Tel imam Zaytouna pour le gouvernement. Al-Azhar, il travaille pour le gouvernement. Vous allez en Arabie Saoudite, il y a le travaille pour le gouvernement. Ça, c'est pas normal. Donc on ne peut pas... Aucun n'est crédible. Toutes les références religieuses ne sont plus crédibles, puis les écoles juridiques ne seront plus crédibles. Ça va être une catastrophe dans le monde musulman. Donc ces idées-là, puis on a aussi dit que toutes les sciences, après le 4e siècle, c'est des innovations, il ne faut pas s'intéresser. Donc tout ce qui est philosophie, tout ce qui est venu dans le monde musulman après le 4e siècle, c'est fini, il faut en terminer. Et même, ils sont attaqués aux sciences. Et j'ai vu cette mouvance, quand elle a commencé à venir, parce qu'après 77, elle s'est un peu étendue dans les pays arabes. Elle a débarqué en Algérie en 79. Elle est venue à Oran, là où j'étais à l'université de l'époque. Et c'était un Jordanien qui s'appelait Oussama, qui est venu à l'époque. C'est lui qui a avancé ces idées-là. Parmi ces idées-là, que ça ne sert à rien de faire des études de physique, de chimie, tout ça, ce n'est rien du tout. Tout ça, ce que vous faites, c'est de la perte du temps.
les États-Unis et l'URSS de l'époque vont se mettre en guerre. Le monde va revenir 1000 ans en arrière, on va revenir au temps des épées, des pelles, donc ça ne sert à rien. Donc, et il a pris comme idée, pour avoir, je dis, un hadith, soi-disant que un hadith qui est repris par le législateur, c'est le hadith aux musulmans, il y a un juif derrière moi, donc arabe, tout ça. Donc ce hadith-là, il a repris, il m'a dit donc ça sera avec l'épée. Puis ce qu'on a vu après 80, ça je tiens à souligner une chose, vous n'avez pas vu, avant 80, les jeunes de la mouvance islamiste étaient les plus doués dans les universités. Donc il y avait à l'époque ce qu'on appelle les instituts, que ce soit de lettres et des sciences humaines, que ce soit de droit, que ce soit de biologie ou des sciences exactes. Et bien vous trouvez les jeunes islamistes vraiment qui étaient un peu, ils avaient les bonnes notes, ils travaillaient bien, parce que pourquoi? Ils ne fumaient pas, ils ne buvaient pas, après l'Isha, ils sont tous, après la prière de l'Isha, ils sont tous dans leur chambre à étudier, donc vraiment ils faisaient beaucoup d'efforts. Malheureusement, ces idées-là, il y a eu le niveau de la mouvance islamiste, il a régressé. Tu trouves quelqu'un qui faisait des études de docteur, médecin, ou choses comme ça, et tu dis que je vais tout lâcher ça et aller étudier le charia. Je t'étonne, mais pourquoi le ulum charia? Qu'est-ce que c'est que le ulum charia? Le ulum charia, pour lui, juste les sciences des hadiths. Donc, et ça m'a fait mal au cœur. Hein. On a trouvé beaucoup de jeunes qui ont commencé à régresser et à abandonner les études. Donc ça a été catastrophique. Donc ça, c'est une mouvance qui a eu des répercussions catastrophiques dans la mouvance islamique. Donc, je vais terminer avec quelques idées, donc, parce que c'est vraiment vaste, donc on prendra un peu de temps plus, un peu de temps. Donc, il y a aussi, on a commencé à abandonner la prière, ne pas faire la prière dans la mosquée, et ne pas faire la prière du vendredi. Les seules mosquées où la prière est permise sont les grandes 4 mosquées. C'est la mosquée de la Mecque, la mosquée d'Al-Aqsa à Jérusalem, la mosquée de Médine du prophète sallam et la mosquée de Koba, qui n'est pas loin de Médine, donc à 7 km. Donc à part ces 4 mosquées, on n'a pas à faire de prière dans les autres mosquées. Et ils ont pris un verset coranique qui est dans Surat Yunus, comme une idée. Ça revient au temps de Moïse, donc restez chez vous, faites des prières chez vous, commence à s'isoler de la situation. Et Ali Ismail a ordonné à tous ses adeptes de vendre leur maison et d'aller dans une région en Égypte et de faire un peu une petite communauté toute seule. Seulement ce groupe-là a fait un peu une organisation paramilitaire qui a assassiné un ex-ministre des Habous, des affaires religieuses égyptiennes, qui s'appelle Sheikh Dahabi en 1977. Ici, est-ce que c'est eux ou pas eux? C'est pas à nous de les décider, mais ces idées-là, leurs idées, ne peuvent que commettre certaines, donc aller à ces crimes-là. Ça, la dangerosité des idées, il est déclaré apostat parce qu'il a collaboré avec le gouvernement Sadat. Donc c'est l'homme qui n'a pas, parce qu'il n'est plus ministre, il n'a pas de garde-corps, il n'a rien. Donc c'est lui qu'on doit éliminer physiquement. Donc, ça a vraiment été un peu... Maintenant, le dernier chapitre, j'espère que j'ai bien... Le dernier chapitre que je dois développer, c'est la position des frères musulmans. Les frères musulmans n'ont pas vraiment fait grand-chose pour contrecarrer ces idées-là. Pourquoi? Il n'y a eu qu'un seul livre, c'est Du'at al-Qudat, qui a été fait par Hassan al-Khudaybi, le guide, qui s'est opposé à ces livres-là, quand ils ont commencé à fleurir en prison. Mais, comme je vous ai dit, les services égyptiens ont travaillé, donc elle est sortie, et je doute fort que eux-mêmes qui ont voulu qu'ils passent à l'acte.
dans l'assassinat du ministre Dahabi, qui était un ex-ministre. Donc, c'est pour un peu aussi influer sur le cours qu'il y a une nouvelle. Ce que les frères musulmans, leurs erreurs étaient dans le seul livre, ils étaient plus pris par se rassembler, donc, parce que c'était la période où l'on passait les prisons, donc il faut rassembler, il faut rebâtir la confrérie, donc rebâtir la confrérie, donc tout ça, c'était un peu, a pris beaucoup de temps. En plus, l'heure des réconciliations, parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes, hein, l'heure des réconciliations entre eux aussi, et tout ça. Tlemceni a adopté la non-violence. C'était le nouveau guide après le Hudaybi. Donc seulement, ce qu'ils n'ont pas fait, ils n'ont pas fait 2 ou 3 choses qui étaient importantes, ils devaient les faire. Quelqu'un, dans la politique, on ne doit pas se tromper d'époque. Se tromper d'époque. Vous savez bien, il y a beaucoup de gens qui sont figés à une époque. Et en politique, si tu te figes à une époque, c'est la fin. Ou bien si dans ta tête, l'aiguille reste à midi 5, donc si quelqu'un dort la nuit à minuit 5 minutes, et puis l'aiguille à 10, elle s'arrête, faute de pile, lui il s'endort, il se réveille à 9 h du matin, il voit qu'il est à midi 7, midi 10, il croit qu'on est toujours à midi 10, ou bien à minuit 10. Alors ça c'est grave. Les frères musulmans n'ont pas fait d'études concernant l'évolution de la société égyptienne. Études de l'évolution de la société égyptienne. Parce que la confrérie, elle est née pendant la monarchie. Elle a eu sa base populaire pendant les années 30 et 40. Mais les 20 ans, les années 50 et 60, elle a été en conflit avec le pouvoir. Et le conflit laisse des traces au sein de la société. Si je veux revenir en politique dans les années 73, 74, je dois bien lire l'évolution de ce qui s'est passé, parce que celui qui est né en 50 et là il a 25 ans, il ne connaît pas Hassan al-Banna. Celui qui est né en 48, il arrive à être un officier de police, quelqu'un, il arrive à 30 ans de sa vie, et ainsi de suite. Il n'y avait pas cette étude-là. Donc, si on ne fait pas des études pareilles, on se trompe d'époque. On se croit toujours qu'on est dans l'époque où on a été glorifié. Ça, ils ne l'ont pas fait. Deuxième chose, le rôle des SR égyptiens n'a jamais été dévoilé. Le rôle des SR égyptiens. Service de renseignement. Les SR, c'est le service de renseignement égyptien. Il n'a jamais été dévoilé. Est-ce que tout ce qui s'est passé, eux, ils étaient comme ça, croisant les bras? L'un des services les plus forts du monde arabe? Ça, je doute fort qu'ils ne savaient pas ce qui se passait, qu'ils n'ont pas mis la main donc, dans la pâte. Ça. Non. C'est fini. Il faut qu'on soit un peu des gens qui savent ce qu'ils font. Donc, il n'y a pas eu une étude pareille. Puis, ils n'ont pas réalisé l'ampleur destructive des idées de Tekfir. Ils n'ont pas réalisé l'ampleur de la destruction qui va avoir. Si quelqu'un il ne voit pas, il ne peut pas, parce que c'est ça, c'est avoir, tu sais, ce qui me plaît dans la charia islamique des fois, ce qu'on appelle me'alat al-ahwal. Quand tu fais une fatwa, avant que tu mets une fatwa, tu dois regarder les conséquences de ta fatwa. Quelles sont les conséquences de ta fatwa? Il y a beaucoup de gens qui font des fatwas sans regarder aux conséquences. Un imam qui fait une fatwa sans regarder aux conséquences de la fatwa est loin d'être un vrai imam. Parce que il faut voir ce que résulte, les conséquences du discours.
مآلات الأقوال. Donc, مآلات الأفكار. Et donc, pas réagi, ils disent que si ces idées-là du takfir étaient vraiment des idées destructrices de cette ampleur, et je dis, le takfir a été un peu le concert de l'islamisme contemporain. Et je le dis honnêtement, le takfir a été le concert de l'islamisme contemporain. Ce groupe-là, il a échoué. Pas dire que le takfir a échoué. Le groupe takfir ou l'hijra, d'Ali Ismail a échoué parce que quand il a pris la décision de se séparer de la société, ça c'était son point mort. Mais le takfir a évolué vers une autre faction. Et on va le voir comment il a évolué à la fin des années 70, l'assassinat de Sadat, le début de la crise afghane. Merci.